Monsieur Khalid Benani. Olivier, je ne suis pas néonate, mais on voit des nouveau-nés donc, à la clinique. Si par exemple un nouveau-né va bien, ou il a une petite détresse, et il y a des facteurs de risque d'infection. Il va bien, il tète, il va bien. Tu fais une CRP, il a 40, 45. On va traiter. Alors, quand on va refaire la CRP de contrôle, et s'il est très bien, combien de temps on va le traiter? Je parle d'un enfant qui va bien. C'est des questions qui se posent souvent. Est-ce qu'on va le garder? En plus, avec les moyens des fois limités des parents, on a envie de le laisser rentrer chez lui, refaire une CRP à domicile. Donc c'est la question qui se pose. Quand refaire la CRP et à partir de quand tu considères que c'est une infection pour un enfant qui va bien? Alors, pour l'enfant qui va bien, on est à peu près tranquille, on peut avoir un tout petit peu de temps. Simplement, on peut avoir une petite bactériémie qui fait qu'à un moment donné, il a pu avoir un petit signe clinique dans un contexte qui a fait monter la CRP. Est-ce que c'est grave ou pas de laisser passer une bactériémie? Je ne sais pas répondre à cette question. Donc, en pratique, qu'est-ce que l'on peut faire? L'enfant va bien, on fait une CRP à H12 qui est au-dessus de 25. Donc, c'est pas normal. On le surveille, on refait la CRP 12 heures plus tard. 12 heures plus tard ou 24. Certains disent que la CRP à H24 a une certaine valeur. Donc CRP à H24, elle monte. Donc là, c'est compliqué. Si elle monte, qu'elle est passée, je ne sais pas, de 25 à 50 comme là, je pense que c'est quand même compliqué de ne pas traiter. Mais il est légitime de traiter malgré un examen clinique normal, à condition, 1, de faire une hémoculture, que cette hémoculture soit faite dans de bonnes conditions, c'est-à-dire c'est un nouveau-né à terme, donc il faut prélever 2 millilitres de sang et pas 1 millilitre. Je rappelle que la majorité des hémocultures négatives est due au fait que la quantité d'inoculum est insuffisante. Donc chez un nouveau-né à terme, il faut prendre 2 millilitres, donc ça c'est indispensable. Un seul flacon est utile, c'est inutile de faire aérobie, anaérobie. Un flacon de 2 millilitres. Après, il y a deux possibilités. Soit on attend le résultat de l'hémoculture et on fait les antibiotiques, soit on contrôle la CRP 24 heures plus tard. Si on contrôle la CRP 24 heures plus tard et qu'elle baisse, je pense qu'on pourra arrêter les antibiotiques au bout de 48 heures. Ça, c'est indiscutable. En tout cas, au moins l'aminoside, certainement. Après, si la CRP continue à monter et que l'hémoculture est stérile, il y a deux attitudes, c'est de faire confiance à l'hémoculture, et c'est là où c'est important de se dire quelle quantité avez-vous prélevé. Si c'est moins de 2 millilitres, on peut se dire que ça peut pousser et qu'on l'a laissé passer, et à ce moment-là, il faut traiter 7 jours. Et si à l'inverse, on a une bonne quantité d'hémoculture, de sang dans l'hémoculture, et que la CRP monte, nous, dans notre protocole, on traite 5 jours par voie orale avec de l'amoxicilline qui est très 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 efficace chez le nouveau-né, tout simplement parce que c'est le strepto B qui est encore un des germes majoritaires. Et donc il faut connaître son écologie locale. Par voie orale, au moins 100 mg kg. Au moins. Ça, c'est les travaux de l'équipe de Tours, de Borderon, qui datent de 85. On donne 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Ouais, moi, je donne 50 mg kg 3 fois par jour. Voilà. Et Bordeaux. Une remarque, s'il vous plaît, par rapport à l'hémoculture. Est-ce que ça aide? Parce que la plupart des temps, elle revient négatif. C'est rarement positif. J'ai pas entendu le début de la question. L'hémoculture. Alors, parce que ça complique un peu. C'est positif, on traite, et si c'est négatif? Alors, première règle qui est connue depuis la nuit des temps, pas d'antibiotiques sans hémoculture. Sauf le cas très très particulier où vous avez par exemple un purpura fulminans. Donc on sait très bien ce que c'est qu'un purpura fulminans. S'il n'y a pas d'hémoculture, c'est pas forcément dramatique. Mais il y a quelques exceptions, mais qu'on doit vraiment laisser de côté. Donc pas d'antibiotiques sans hémoculture. Et la règle de base, l'hémoculture, c'est quelle est la quantité de sang que vous mettez dans le flacon. Le nouveau-né à terme, c'est 2 millilitres. Voilà, et ça, il faut faire passer ce message. C'est 2 millilitres. Encore une fois, quand il y a eu beaucoup de travaux en néonatologie qui ont démontré qu'il y avait à peu près 50% des hémocultures qui ne poussaient pas. Et si on enlève les quantités de sang insuffisantes, ce taux va beaucoup diminuer. Alors après, je sais bien qu'il y a des bébés qui sont difficiles à piquer, que quand un enfant est en phase septique, qu'il est vasoconstricté, on a du mal à le piquer, etc. Mais là, vous avez un contexte, l'enfant est hospitalisé, et vous dites, bon, on a mis un demi-millilitre,
ok, ça pousse pas, mais il était tachycarde, hypotendu, oligurique, etc. Donc c'est bon, allons-y, on le traite. D'accord, donc l'hémoculture, on la demande même en dehors de l'hyperthermie. Donc s'il y a une tachycardie, c'est bon, c'est un bon signe. Et s'il n'y a pas de fièvre, est-ce qu'on demande ou pas? Il y a très peu de signes cliniques qui sont spécifiques de l'infection néonatale précoce. En tout cas, la fièvre en est certainement un, d'autant plus que la fièvre est élevée. Nous avions fait un travail il y a une trentaine d'années et il y avait beaucoup plus d'hémoculture positive quand on était entre 38,5 et 39 et encore plus quand on était au-delà de 39. Donc la fièvre est un vrai signe d'appel. Mais on peut avoir un enfant grisou, un temps de coloration augmenté, une tachycardie, une tension qui baisse, pas de fièvre, et on est obligé de se poser la question de l'infection néonatale. Sarah? J'aurais deux petites questions en ce qui concerne les biomarqueurs. Maintenant, nous savons que l'intelligence artificielle joue un rôle aussi dans la combinaison de biomarqueurs. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser notamment des biomarqueurs qui sont un petit peu nouveaux, celui d'associer l'ACRP à l'IP10, au trail factor et à l'intelligence artificielle? On sait que c'est un biomarqueur qui existe par microméthode. Est-ce que vous l'avez essayé en pratique? Deuxième question pour le LPS. Quelle technique de prélèvement vous utilisez? Est-ce que vous utilisez par la microméthode ou bien une technique standard? Alors, merci. Je n'utilise pas le LPS, donc je ne peux pas vous répondre à cette question. Et je pense que ce n'est pas la microméthode, mais que c'est une technique standard. Donc ça, c'est pour votre deuxième question. La première question, l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider en médecine. Il y a eu une très très belle étude qui a été faite chez les dermatologues et qui ont montré qu'avec l'intelligence artificielle, on avait de meilleurs diagnostics qu'avec des médecins très expérimentés. Donc bien sûr que ça va nous être utile. Mais l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer le cerveau humain. Elle pourra toujours nous aider. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, dans mon service, j'ai tant de nouveau-nés, j'ai tant d'antibiothérapie probabiliste, j'ai tant d'infections. Qu'est-ce que je peux faire? Et effectivement, il faut essayer d'utiliser les techniques modernes. Et vous avez raison, certainement qu'il va falloir réfléchir un petit peu plus, se faire aider pour essayer d'avancer. Mais attention à ne pas multiplier des prélèvements et se rester tranquille par des algorithmes. Je suis toujours un petit peu frappé quand on fait des enseignements aux jeunes collègues en formation, quand on vient chercher une recette. Une recette, si vous avez un excellent chef cuisinier, c'est pas parce que vous allez faire sa recette que vous aurez le même résultat que lui. Donc une recette, c'est dans un contexte particulier, avec une équipe particulière. Donc oui, il y a certainement place à l'intelligence artificielle, mais n'oublions pas que la bonne formation sémiologique et le bon raisonnement clinique sont tout aussi utiles. C'est bon. Sibouhmouch. Merci beaucoup, professeur Clarisse. Moi, c'est juste pour l'algorithme, il est basé sur, on va dire, sur l'hémoculture. Notre problème au Maroc, il est très simple, c'est que nous, on n'a pas assez de dialogue avec les biologistes. Et du moment où ce paramètre est très important dans les décisions, je pense que c'est à nous d'aller vers les biologistes, de les inviter à nos congrès et de les inciter à comprendre notre difficulté décisionnelle, parce que l'hémoculture reste très importante et il faut que les choses se passent correctement, que le prélèvement se fasse correctement. Et je pense que c'est là notre lacune dans notre raisonnement. Donc la case hémoculture dans notre raisonnement ne pèse pas lourd quand on prend une décision de continuer à traiter, d'arrêter le traitement, de traiter une infection. Et c'est ça un peu la différence entre la prise en charge et entre les choses qui étaient très pratiques que vous avez montrées et ce que nous on fait tous les jours. Nous, quand on réfléchit, continuer de traiter, arrêter le traitement, on se base sur la clinique, on se base sur pas mal de choses. Mais la case hémoculture ne pèse pas lourd parce qu'on sait que peut-être que le laboratoire n'est pas aussi optimal. On en a discuté avec les amis avec qui on travaille, mais c'est toujours un problème majeur. Et je pense à nous, les associations, il faudra qu'on aille vers les biologistes pour leur faire comprendre l'importance décisionnelle qui dépend de leur façon de travailler, de leur façon de nous rendre les résultats. Merci. Alors je vais reprendre un message de notre collègue Josette Raymond qui dit c'est quand même assez simple et peu coûteux de monter un laboratoire de microbiologie performant. Voilà, donc ça c'est un point important et donc on doit avoir ça en tête. Et pour être provocateur jusqu'au bout, je préfère me passer de ionogramme que d'hémoculture. Merci. On passe à la... Ah, okay. Dernière question, on passe au sujet suivant. Monsieur
s'il vous plaît, c'est une question pratique. Des nouveau-nés qui viennent avec ictère, CRP négatif avec un ECBU qui est positif. Est-ce qu'on traite par voie injectable, par voie orale et la durée? Et la CRP n'augmente pas au contrôle. Alors, c'est souvent, on voit ces cas-là. Alors, pourquoi faire systématiquement une CRP devant un ictère qui persiste? Qu'est-ce qu'un ictère persistant? Première question, qu'est-ce qu'un ictère persistant? Alors, effectivement, on peut avoir des pyélonéphrite en période néonatale. La pyélonéphrite asymptomatique, je n'y crois pas. D'accord? Le prélèvement urinaire, il n'est pas toujours facile chez le nouveau-né. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une CBU positive? Pourquoi est-ce qu'on a fait une CBU? Parce que c'est un ictère persistant. Cet ictère persistant, vous faites une CRP, elle est élevée, vous faites une CBU, elle est positive. Quelles sont les conditions de réalisation de la CBU? Est-ce qu'on a mis un sac? Est-ce qu'on a fait une ponction suspubienne? Est-ce qu'on a fait un sondage? Quel est le nombre de globules blancs? Quel est le nombre de germes? Y en a-t-il un? Y en a-t-il plusieurs germes? Est-ce que c'est 10 puissance 7, 10 puissance 8 ou pas? Et donc, je pense qu'on a fait beaucoup trop de CBU et qu'on a très mal interprété des CBU et qu'on a donné beaucoup trop d'antibiotiques. Donc, je reste très très prudent devant l'ictère persistant. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas chercher ce qui peut expliquer un ictère persistant. Mais un ictère persistant, quel est le groupe sanguin de la mère? Enfin, il y a plein de causes. Donc, il faut élaborer un peu plus le résultat. Merci, professeur Clarisse. Exposé très clair. Toujours un plaisir de vous écouter.